Bonjour à tous et merci d'être là. On est hyper contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler du coup aujourd'hui de RSE et de marque employeur, deux sujets qui pour certaines personnes peuvent paraître très différents et pour d'autres très liés. Et on va du coup se parler de plein de sujets d'actualité grâce à ces deux mots qui résonnent ensemble. On va parler de plein de sujets d'actualité. Moi, du coup, je m'appelle Sarah Lietz et je travaille chez CIDIES, qui est une agence de communication et de conseil en RSE, donc spécialisée sur les enjeux de transition écologique et solidaire. Et je suis en charge du planning stratégique et des méthodologies d'intelligence collective. Et je suis accompagnée du coup de Caroline et de Bérangère, que je laisserai se présenter, qui seront du coup nos deux speakers du jour. Je vous laisse vous présenter toutes les deux. Bérangère, tu veux commencer ? Oui, je commence. Bonjour, enchantée. Donc moi, je suis Bérangère Assaillante. Je suis la directrice RSE, innovation et relations institutionnelles de l'enseigne But, qui est le deuxième dans le secteur de l'équipement de la maison. Et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à tous, moi je suis Caroline Renoux, donc la fondatrice et la dirigeante de Birdeo et People for Impact. Donc Birdeo qui est un cabinet de chasse de tête spécialisé sur les métiers de la RSE et de l'impact. Et nous existons depuis 15 ans, un peu moins de temps que CIDIES, mais quand même. Et People for Impact, qui est une plateforme qui propose des missions pour les freelances qui sont experts sur les thématiques RSE et impact. Et nous avons un stand aussi ici. Bon, on nous a soufflé dans l'oreillette qu'on avait assez peu de temps, parce qu'il y a un petit peu de retard dans les plannings. Donc on a prévu 5 minutes à la fin pour pouvoir échanger avec vous, mais si vous avez des questions dans l'instant, n'hésitez pas à lever la main. Et sinon, on se retrouvera dans le couloir pour papoter 10 minutes après notre conférence ou sur les stands de nos différentes entreprises et agences. On va d'abord du coup parler de quelques constats qui nous ont nous amenés à nous poser la question de ce lien entre la RSE et la marque employeur, très rapidement. Plutôt des faits d'actualité, des choses dont on a tous entendu parler et qui font consensus. Et puis on parlera après de pas mal d'idées reçues qu'on entend, en tout cas toutes les trois dans nos quotidiens, et que vous entendez sûrement aussi, qu'on véhicule probablement tous. Et puis on parlera à la fin de passage à l'action et de solutions, et on sera ravis de vous entendre aussi si vous avez des réactions à ce sujet. Donc le premier constat en fait, qui nous a amené à réfléchir à cette conférence, c'est le fait que les étudiants et les futurs candidats sont particulièrement attentifs à ces sujets de RSE et d'impact écologique et humain de leurs futures entreprises. On a vu les frondes à Polytechnique des étudiants contre l'implantation de grands groupes de luxe. On a vu les discours des étudiants de Paris Tech, d'HEC, les interventions des étudiants lors des Climate Days à HEC. Bref, tout ce contexte en fait qui est le nôtre. Ma première question du coup pour toi, Caroline, c'est est-ce que du coup ces épisodes reflètent la réalité, ou est-ce que, comme certains peuvent le dire, c'est finalement très parisien, très lié aux grandes écoles, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pérenne et qu'on peut généraliser selon toi ? Ouh là là, j'ai pas la réponse à tout. Ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à ces sujets. En revanche, contrairement à ce qu'on pourrait parfois penser, il y a aussi beaucoup de moins jeunes et de cadres plus seniors, plus matures qui s'intéressent à ces sujets, qui ont envie de s'engager. Et on constate aussi qu'il y a des jeunes qui s'en foutent complètement. Et je crois que c'est un sujet qui est intergénérationnel et que c'est vraiment comme ça qu'on pourra avancer. C'est en se disant que ceux qui sont engagés, jeunes et moins jeunes, on puisse avancer ensemble. Et moi, ce qui m'avait particulièrement touchée, donc Birdeo, on est engagé dans la Convention des entreprises pour le climat. Et la première session se tenait à HEC avec justement ces étudiants qui s'étaient frondés, entre guillemets, et qui nous disaient mais ne pensez pas qu'on est tous engagés, ne pensez pas qu'on va réussir à tout faire tout seul. Au contraire, vous, les moins jeunes, enfin les vieux, quoi, on a besoin de vous. Est-ce que chez But, il y a un gap générationnel sur ces sujets, ou est-ce que dans l'entreprise aussi, c'est quelque chose que tu vois comme uniforme ? Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance à cristalliser sur les nouvelles générations. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. La quête de sens, elle est valable, à mon sens, dans toutes les générations. Moi, j'ai envie de faire un petit parallèle, parce qu'en tout cas, nous, c'est ce qu'on vit en entreprise aujourd'hui.
Quand on est distributeur, on parle souvent d'expérience client. C'est-à-dire comment faire rêver le client, comment procurer au client des émotions pour l'accompagner sur tout le parcours d'achat, avant, pendant et après, et comment on va transformer effectivement ces émotions et ce sentiment en business. Nous, aujourd'hui, en fait, le collaborateur, c'est comme un client aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, on doit séduire le collaborateur. Il y a eu un changement. L'après-Covid a été vraiment une fracture, en tout cas, dans la vision des collaborateurs et la vision des futurs collaborateurs. Et en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles doivent s'adapter à ça. Avant, un bon salaire dans une entreprise qui était stable et le poste était intéressant, ça suffisait pour recruter des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est un prérequis, évidemment, ça reste un fondamental. Mais aujourd'hui, on doit avoir un management adapté. On doit lui proposer des moments de convivialité, on doit avoir de la bienveillance, on doit lui adresser des sujets comme la diversité. En fait, c'est tout un panel de vécu dans une entreprise. C'est comment on accompagne le collaborateur dans la vie d'une entreprise pour qu'en fait, on le fidélise. Et c'est vrai que moi, je compare beaucoup aujourd'hui le collaborateur à un client. Aujourd'hui, on doit fidéliser les collaborateurs pour qu'ils restent. Et ça devient un fondamental. Et nous, dans les entreprises aujourd'hui, c'est un facteur de changement qui est important. On doit adapter notre management. Donc voilà, donc c'est tout un panel de solutions qu'on doit aujourd'hui... Mais oui, il y a un vrai changement. Mais ce n'est pas que les nouvelles générations. Est-ce que du coup, c'est un peu le deuxième grand constat dont on s'est aussi beaucoup parlé, l'impact du Covid, est-ce que c'est l'origine de tout ça ou est-ce qu'il y avait des signaux faibles avant? Est-ce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 40% du coup, des salariés, des indépendants qui sont en télétravail, contre à peu près 7% en 2017, donc c'est quand même un gap énorme qui s'est passé avec cette crise du Covid. Mais est-ce qu'il y avait déjà des signaux faibles avant, ou est-ce que vraiment le Covid a finalement tout rebalayé? Alors ce qu'il y avait avant le Covid, c'est que cette quête de sens, cette quête de RSE, elle était déjà extrêmement forte. Donc en 2019, ça a vraiment été une année d'explosion, en tout cas de création de postes sur ces thématiques. Il y a eu plein de choses, hein. Il y a eu la loi Pacte, il y a eu l'application Yuka, il y a eu la marque C'est qui le patron, il y a eu les feux en Australie. Alors il s'est passé plein de choses depuis, mais en tout cas à l'époque, on les voyait depuis le ciel et ça a beaucoup marqué les gens. Donc 2019, ça a vraiment été une année assez dingue sur ces thématiques. En revanche, 2020 et l'année du Covid, ça a été vraiment un bouleversement. Et en tout cas, nous, on ne recrute plus de la même façon et avec les mêmes arguments. C'est-à-dire que pour beaucoup, le sens de l'entreprise est important, mais avant tout, ça va être le salaire, les conditions de travail, le télétravail, mais aussi, même quand on est en télétravail plusieurs jours par semaine, il ne faut pas que ce soit trop loin. Et je pense, Bérangère, que tu vois de quoi je parle. Et ça a été complètement bouleversé. Tu fais une bonne passerelle du coup avec le dernier constat qu'on s'était donné, qui est celui de finalement des salaires et des avantages salariaux. On aurait pu penser que du coup cette quête de sens balayait tout ça, mais évidemment pas. Est-ce que du coup ça reste le premier critère, même pour des personnes très engagées? Comment est-ce que on doit concilier du coup les deux, atteindre le meilleur des mondes? Moi j'ai démarré il y a 13 ans et c'est vrai que les premières années de Burdeo, j'appelais des candidats et je leur disais venez, vous serez payés moins qu'aujourd'hui, mais vous allez faire un job sympa qui a du sens. Cet argument fonctionne quand même beaucoup moins bien. Alors je pense que c'est quand même une bonne chose parce que c'est bien que ces jobs rattrapent le salaire sur les autres fonctions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise qui est Bicorp, par exemple, ou qui est société à mission, et qui nous dit non, mais ça va être facile de recruter pour nous parce qu'on est Bicorp, on est société à mission, donc même si les salaires ne sont pas totalement alignés au reste, non, là, ça fonctionne plus. Du coup, face à tous ces constats-là, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait pas mal d'idées reçues, comme celle que tu viens de mentionner, Caroline. Et en fait, ces idées reçues, c'est des messages qu'on finalement partage
tous dans notre quotidien, qui sont assez transgénérationnels, on s'en faisait aussi le constat, qui sont aussi relayés dans les messages des politiques, dans les médias. Et on s'est dit qu'en fait, finalement, derrière toutes ces idées reçues, il y avait de vraies transformations en cours d'opération, à l'œuvre, et que ça serait intéressant de les détricoter, de les analyser pour finalement pouvoir s'en saisir quand on est une entreprise comme une opportunité. La première, celle qu'on entend finalement quand même beaucoup, ou même si on ne la dit pas, parfois on la pense, c'est que les gens ne sont plus investis dans leur travail. Ça peut prendre plusieurs formes. Les jeunes sont fainéants, ils ne veulent plus travailler. Moi, de mon temps, on était hyper investis. Aujourd'hui, la priorité, c'est la vie personnelle. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu constates, Bérangère, dans ton quotidien? Est-ce que tu vois une vérité dans cette idée reçue ou pas? Alors j'avoue que je l'ai un peu pensé parfois, mais avec le recul et l'analyse, en fait, je pense qu'on se trompe un peu de combat. Alors je pense que les nouvelles générations ne sont pas plus désinvesties que les autres. Par contre, elles se désinvestissent beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire qu'effectivement, la promesse qu'une entreprise donne aux futurs talents, aux futurs collaborateurs, c'est important de tenir nos promesses. Sinon, ils s'en vont assez vite. S'ils ne sont pas satisfaits de la vie au travail, de l'équilibre vie pro, vie perso, de la liberté qu'on peut leur offrir de choisir où et quand ils veulent travailler, effectivement, je pense qu'ils se désinvestissent un peu plus vite. Mais au départ, pour moi, toutes les générations aujourd'hui sont investies de la même manière. C'est juste que, voilà, il faut. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plus juste un salaire, une entreprise solide. C'est toute une expérience collaborateur qu'on doit leur donner. Et sans cette expérience-là, effectivement, ils se désinvestissent beaucoup plus rapidement. Et est-ce que, du coup, dans ce cas-là, le fait d'avoir un métier à impact ou avec du sens, ou peu importe comment on l'appelle, ça permet de répondre à ce désinvestissement? Est-ce que c'est ton sentiment, ou est-ce qu'il faut quand même être toujours dans le full package pour réussir à garder les gens investis? Est-ce que toi, Caroline, tu vois des réponses? Il y a une exigence et une transparence qui est beaucoup plus forte. Déjà parce que aujourd'hui, quand on n'est pas content dans son job, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un entretien en visio. Enfin voilà, avant, il fallait prendre des demi-journées de congé, il fallait se déplacer, etc. Là, on peut faire ça de son canapé. Il y a aussi les réseaux sociaux. Alors, il y a Glassdoor. Enfin, il y a plein de sites qui permettent de noter son entreprise ou les entreprises dans lesquelles on postule, ce qui fait que cette transparence est beaucoup plus forte. Et sur l'investissement, il y a aussi une exigence beaucoup plus forte, même quand on n'est pas sur un métier pur impact, mais on demande des preuves. Et bon, je pense que chez CDS, vous voyez ça très bien, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois apporter la preuve de ce qu'on avance. Et c'est pas tant... Ça dépend des profils. Il y a des profils qui vont adorer aller travailler pour une grande entreprise qui a encore plein d'efforts à faire pour se transformer à partir du moment où ils savent où elle en est et où elle veut aller. Et pour d'autres, ils préféreront aller travailler pour ce qu'on appelle une purpose company parce qu'elle fait déjà des choses formidables. Mais là où on voit la différence, c'est l'authenticité et la sincérité du discours des dirigeants. Ok. Donc il n'y a pas de ce gap générationnel qu'on peut attendre, finalement. Ça touche aussi des personnes... cette quête de sens et ce qu'on a pu qualifier de démission silencieuse, finalement, elle se manifeste aussi sur des profils plus seniors qui ont été impactés par cette période du Covid. Tu voulais répondre? Oui. Vas-y. Non, je suis d'accord avec toi, c'est tout. Okay. La deuxième idée reçue, on l'a abordée assez rapidement tout à l'heure, mais c'est le fait de se dire non mais on est Bicorp ou on est société à mission, on n'aura pas de mal à recruter, quoi. Ou bien on paye moins que les concurrents, mais chez nous on est heureux, on a une bonne culture d'entreprise, donc on n'aura pas de mal à recruter. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois dans le quotidien, Bérangère? Est-ce que cet état d'esprit, le fait d'aller vers plus d'efforts RSE, ça donne le sentiment finalement que on aura peut-être moins d'efforts à faire pour attirer? En fait, le sentiment d'engagement, globalement, quand on recrute maintenant des collaborateurs, en fait, c'est un prérequis. Pour tout le monde, c'est considéré comme normal. Et c'est vrai qu'avant le Covid, on avait assez peu de questions en recrutement sur nos valeurs RSE, nos engagements, nos achats responsables. C'était des sujets qui étaient
assez peu abordé. Aujourd'hui, c'est quasi systématique dans les recrutements et c'est normal. C'est-à-dire que si on n'aborde pas ces sujets en recrutement, il y a certains candidats, ils vont même pas au deuxième rendez-vous. Donc, mais c'est vraiment considéré comme quelque chose d'acquis. Et si les entreprises aujourd'hui, en tout cas nous, on le constate vraiment dans nos recrutements, si on n'adresse pas ces sujets et si on n'adresse pas surtout la notion de preuve, ce que disait Caroline, c'est assez important. On a des questions vraiment sur des choses très détaillées, sur nos actions, sur nos politiques d'achat, etc. C'est vrai que si on n'a pas ces sujets-là aujourd'hui et qu'on est un peu à sec dans les réponses, on perd assez vite les candidats, on perd en crédibilité. Donc aujourd'hui, oui, c'est assez fondamental. Mais j'insiste, c'est devenu vraiment un prérequis. Il y a une autre idée reçue qui est assez largement partagée, c'est le fait de se dire que finalement, en fait, la RSE, en tout cas du point de vue de l'entreprise, des dirigeants, des managers, la communication responsable, le reporting, c'est que des contraintes et qu'en fait, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, on est jugé à chaque instant. Est-ce que c'est vécu comme ça dans le quotidien ou est-ce que toi, en tant que directrice RSE, tu as un autre message à faire passer? Alors moi, évidemment, j'ai un autre message à faire passer. Alors c'est parfois vécu comme ça, faut quand même pas se leurrer, surtout quand on transforme des métiers. Nous, chez But, par exemple, on a un très gros projet d'éco-conception. On bouleverse les métiers des acheteurs, on leur apprend d'autres compétences, on les forme, on leur demande de sourcer différemment, on leur demande de choisir les matières différemment. Donc évidemment, ça implique tout un tas de changements qui, évidemment, convient à certains et convient moins à d'autres. Ça, c'est sûr. Après, je trouve qu'effectivement, voir la RSE comme des contraintes, c'est une vision assez passéiste de sujet. Ou en tout cas, c'est pas avoir compris, à mon sens, les enjeux. La RSE, c'est pour moi plein d'opportunités. Et c'est essentiel, à mon sens, à tous les niveaux de l'entreprise et dans tous les métiers de l'entreprise sur la quête de sens. C'est-à-dire quand on est acheteur, on achète des produits plus responsables, mieux pour la planète. Quand on est vendeur, on vend des produits plus responsables. Quand on est dans la logistique, on va sur le transport vert. Quand on se parle d'énergie, et c'est beaucoup plus valorisant et ça donne beaucoup plus de sens au métier de manière générale. Donc pour moi, c'est que des opportunités et c'est aussi l'opportunité, et parce qu'on doit le faire, c'est l'opportunité de transformer les modèles. Quand on est distributeur aujourd'hui, on sait qu'à un moment donné, la capacité des ressources est limitée, donc on doit transformer notre business model, on doit trouver de nouvelles solutions, donc on se challenge, on se réinvente, on apprend d'autres choses. Donc je pense qu'effectivement, quand on a fait un métier depuis 20 ans, toujours le même, toujours de la même façon, je pense que d'apprendre de nouvelles choses, intellectuellement c'est intéressant, ça nous challenge, ça nous donne plus de sens, ça nous donne envie d'aller un peu plus au travail le matin. Et je pense que la RSE, ça apporte ça. Et nous, on le voit, en tout cas, parce qu'on a des projets structurants en cours. Et de plus en plus de gens sont adeptes. De plus en plus de gens tapent à ma porte, ne serait-ce qu'en recrutement, par exemple. Donc, on voit bien que ce sens, en tout cas, plaît aux collaborateurs et les fidélise, leur donne un nouvel élan, en fait. On entend aussi dans ce que tu dis, du coup, le fait que la RSE permet aussi de travailler différemment et qu'elle mobilise tous les corps de métier dans l'entreprise. Est-ce que ça a changé la manière de travailler au sein des équipes de But? Enfin, quel est l'impact sur la culture de l'entreprise? Alors, on n'a pas encore tout transformé, mais j'aimerais bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des projets structurants. Je vous disais, l'éco-conception, quand on a 15 000 références et qu'on doit rendre 15 000 références éco-conçues, évidemment, ça implique des changements qui sont considérables dans les façons de faire. Donc, ça passe par de la formation. Donc nous, on a des modules de formation qui accompagnent effectivement les différents métiers dans cette quête de sens, dans cette transformation de leurs compétences. Donc c'est important d'accompagner les collaborateurs pour leur donner aussi des compétences techniques qui n'existaient pas forcément dans l'entreprise. Pareil pour les vendeurs, pareil pour les sourceurs. Donc c'est vrai que la formation est fondamentale dans cette transformation. Encore une fois, la transformation est en cours, mais en bonne voie. Donc voilà. Et la dernière idée reçue qu'on s'est partagée aussi toutes les trois, c'est le fait de se dire que finalement maintenant les gens, en fait, ils changent de travail tous les ans, quoi. L'entreprise, elle n'est pas responsable, c'est comme ça. Maintenant les gens ne restent plus, on n'y peut rien. Est-ce que c'est inexorable, Caroline? Est-ce que tu revois les mêmes personnes tous les ans taper à ta porte ou il y en a qui restent quand même? Alors, pas dans la RSE quand même. C'est-à-dire que c'est vrai que les carrières, on fait beaucoup moins carrière dans la même entreprise pendant des dizaines et des dizaines d'années. Après, pour avoir travaillé dans le recrutement plus sur des métiers digitaux, la question principale, c'était
le salaire, la techno, et puis les gens pouvaient changer très rapidement de job. Là, on est quand même sur des... nous, on a quand même énormément de candidats qui, certes, changent plus souvent qu'avant, ne serait-ce que parce que aussi, les métiers se spécialisent de plus en plus. Donc, c'est aussi, on doit aussi réapprendre à faire évoluer les gens au sein des entreprises. Et ça, les directions des ressources humaines ne savent pas encore complètement le faire. Mais il y a aussi cette notion de vouloir voir le résultat de ces actions. Et la RSE, c'est quand même des sujets où les résultats, on les voit quand même à moyen ou long terme. Et en général, avant 3 ans, on a quand même, voilà, sauf s'il y a eu un problème spécifique, rarement des gens qui veulent partir plus tôt. Après, moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais, Bérangère, c'est que en France, en Europe, il y a une réglementation qui est de plus en plus forte, de plus en plus certes contraignante, qu'on peut l'avoir comme une contrainte, que effectivement c'est dommage de le voir comme ça, mais en tout cas en France et en Europe, on est quand même globalement très en avance sur ces sujets par rapport au reste du monde. Et comme de toute façon, il y a quand même un mouvement qui fait qu'on n'a pas le choix, on va y aller, je pense qu'en termes de compétences et d'avantages compétitifs sur nos carrières, c'est un vrai plus en France de voir nos métiers qui commencent à se transformer. Enfin, je pense notamment quelqu'un qui conçoit des produits, s'il ne sait pas faire d'éco-conception, je ne vois pas comment il va trouver un job demain. Donc ça va être le cas demain en France et ce sera le cas dans 5 ans dans une entreprise américaine. Pareil pour les financiers. Aujourd'hui, un financier qui ne prend pas en compte le reporting extra-financier dans son évolution de carrière, je ne sais pas comment il fera pour trouver un job demain. Tu évoquais du coup la question de la mobilité. Est-ce que la RSE, justement, a un lien à ce sujet? Est-ce que ça peut être un vecteur de mobilité en interne? Est-ce que c'est une réponse à la question du jour, justement? En tout cas, nous, chez Bordéo, c'est quelque chose qu'on pousse. C'est-à-dire, il y a 13 ans, notre sujet, c'était comment démontrer que ces métiers, c'était des vrais métiers, qu'il ne suffisait pas de venir en vélo au bureau et de porter des baskets Veja pour être un bon directeur ou une bonne directrice RSE. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a toujours besoin de la direction RSE. En revanche, c'est vraiment en train de s'intégrer dans les métiers. Et ça fait qu'il y a beaucoup plus de collaboration, de coopération entre les différentes fonctions, mais aussi avec les parties prenantes. Enfin, j'imagine que tu as plein de super exemples à nous raconter aussi avec vos fournisseurs et vos clients sur des choses qui sont faites. Et tout ça, ça va permettre une mobilité de secteurs et de métiers. Est-ce que du coup tu disais que pour le recrutement on tapait pas mal à ta porte? Est-ce que ça fait écho cette question de la mobilité pour toi? Alors c'est sûr que c'est des sujets qui intéressent de plus en plus effectivement les collaborateurs. Certains qui arrivent effectivement à un moment de leur carrière où ils ont envie d'évoluer, où ils ont envie de donner du sens. Moi j'ai fait 15 ans d'achat. Aujourd'hui je suis directrice RSE, donc je viens pas de ce monde-là. Donc la mobilité interne elle existe. Elle est valorisée dans certaines entreprises. Si j'avais pas fait le métier d'avant, j'aurais certainement traité d'autres sujets. L'éco-conception, je l'aurais mis en second lieu, etc. Mais la mobilité interne, elle existe. On nous en demande de plus en plus. Alors le problème, c'est qu'effectivement, on tape sans doute un peu trop à nos portes et qu'on peut pas effectivement satisfaire tout le monde. Mais effectivement, la RSE, c'est vecteur d'évolution en entreprise et d'amener effectivement de la nouveauté, de la créativité sur ce sujet RSE, sans venir forcément de ce monde-là. On peut réussir en RSE, on peut s'auto-former, c'est important. Est-ce que du coup c'est un message qui passe aussi en externe? On parle de marque employeur, certes en interne pour les salariés. Est-ce que c'est un message qui arrive à transparaître et à irradier un petit peu auprès des candidats, des potentiels futurs collaborateurs de la marque? Et comment est-ce que tu fais pour que ça passe, ce message? Alors nous, chez But, c'est un peu particulier parce qu'on a fait le choix de la transparence. Donc on communique
sur les choses qu'on fait, on communique assez peu sur les choses qu'on ne fait pas. Donc on a des choix de communication qui sont extrêmement précis. Je parlais de l'éco-conception, c'est un sujet sur lequel on communique effectivement auprès de nos candidats, notamment ça devient des critères de choix pour des acheteurs. Mais oui, la communication institutionnelle, corporate, tous ces sujets sont très importants. Les recruteurs, on les forme à tous ces sujets pour répondre aux questions. Donc oui, en fait, ça devient un vrai vecteur de communication, mais encore une fois, on le présente comme un prérequis. Encore une fois, ça devient quelque chose de normal pour les candidats. J'insiste, il ne faut pas en faire toute une communication énorme. Je pense qu'il faut rester humble, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Mais en tout cas, il faut montrer l'engagement, la volonté, l'envie de transformer, surtout quand on est distributeur et qu'on a un impact carbone qui est évidemment considérable. Donc il faut rester humble, mais effectivement, il faut montrer de manière tout à fait honnête aux futurs collaborateurs qu'on s'inscrit dans cette démarche et qu'on a envie de la changer. Et ce que disait Caroline, c'est tout à fait vrai. C'est qu'effectivement, quand on est numéro 2 du secteur de l'ameublement, on a cet avantage, en tout cas, d'amener toute une filière avec nous. Donc des fournisseurs, d'autres distributeurs, des fabricants, Europe, Français, même Asie. Donc ça permet aussi de bouger une filière. Et donc du coup, effectivement, ça fait un impact beaucoup plus grand. Et ça, c'est vrai que les candidats sont assez sensibles à ça, de pouvoir jouer un rôle, en fait, dans cette transformation. Donc voilà, oui, c'est important de bouger les filières de manière collective. On va se parler du coup plutôt des changements à opérer. Ça fait partie des choses que tu as évoquées, Bérangère, la formation, la mobilité, comment la RSE impacte finalement tous les métiers de l'entreprise et sa stratégie de manière plus globale. Caroline, toi, c'est quoi le premier conseil que tu donnes aux clients qui viennent vous voir pour justement que cette RSE, elle nourrisse la marque employeur et pour changer l'expérience des futurs collaborateurs? Alors souvent quand les clients viennent nous voir, ils ont pas mal d'idées reçues. Donc comme je disais, ils sont Bicorp, ils sont société à mission et ils ont cette impression que ça va être facile de recruter. Donc de toute façon aujourd'hui, il n'y a pas un directeur des ressources humaines pour qui ce n'est pas difficile de recruter. Donc déjà, faut se dire ça. Ils ont aussi tendance à rechercher le mouton à 18 pattes. Donc déjà, ça n'existe pas, c'est pas bio. Et puis surtout, demander à quelqu'un qui a réussi son expérience, qui a une expérience réussie, dans le même secteur d'activité et à qui on va proposer de faire la même chose, il le fera moins bien parce que il sera moins motivé. Donc à un moment donné, il faut avoir cette ouverture d'esprit, de se dire qu'on va prendre des gens qui ne vont pas cocher toutes les cases pour parler. Et ça, je pense que ça fait partie aussi de l'image de la politique RSE qu'on donne. Après, de la part des candidats, on a aussi parfois un peu trop de naïveté. Comme je disais tout à l'heure, on est engagé personnellement, donc on a cette impression qu'on peut tout faire. Et voilà, Bérangère, tu as fait des achats et c'est ta formation de base et c'est là-dessus que tu as pu construire ensuite ton expérience sur la RSE. Et c'est la première chose qu'on recommande, c'est vraiment de s'appuyer en tant que candidat sur son expérience de base, et puis après on pourra bouger et faire d'autres choses, mais changer de métier, de secteur et rechercher du sens et changer de région, etc., et faire que du télétravail en même temps, c'est quand même assez complexe. Tu voulais réagir ? Oui, je pense qu'effectivement, ce que tu disais est vrai. Pour être du côté de l'entreprise, on cherche souvent, alors peut-être pas le mouton à 18 pattes, mais au moins 5. mais effectivement, je pense que c'est pour ça que la formation est fondamentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur un marché de la RSE où, oui, il y a des gens, évidemment, qui sont compétents. Certains deviennent de plus en plus experts sur certains sujets. Aujourd'hui, les entreprises, elles n'ont pas forcément la possibilité d'embaucher que des experts, donc on doit parfois aussi embaucher pas des généralistes parce que le mot est sans doute un peu trop fort, mais en tout cas des multidisciplines autour de la RSE. Et c'est vrai que pour ça, la formation est fondamentale et on doit accompagner absolument les collaborateurs à les former vers ces nouveaux métiers. Parce que le mouton à 5 pattes n'existe pas.
en tout cas, je pense qu'on est dans une période un peu charnière de recrutement sur ces sujets-là. Il existera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Aujourd'hui, il n'existe pas. Donc la formation est fondamentale, surtout quand on se parle d'achat, quand on se parle de bilan carbone, quand on se parle de logistique. Donc on doit accompagner absolument les collaborateurs. Et c'est vrai que nous, c'est vraiment ce qu'on estime la clé du succès. Et pour trouver des gens en externe qui aient du potentiel, qui soient opérationnels, qui soient pragmatiques, qui aient envie. Voilà, on n'est pas obligé de choisir des gens effectivement qui ont fait 15 ans de RSE ou 15 ans d'achat responsable. Je pense que c'est pas nécessaire aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de l'UX employé ou collaborateur, de l'expérience collaborateur et de comment finalement il fallait transformer toute l'expérience presque quotidienne de A à Z pour infuser justement ce sens. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Quels sont les outils que tu déploies? C'est quoi les changements en fait à faire pour que les messages passent dans l'expérience collaborateur? Ouais, moi je pense qu'effectivement le collaborateur c'est devenu un client. Alors c'est sans doute peut-être un peu extrême, mais on doit fidéliser un collaborateur comme les enseignes ont su fidéliser les clients. Je pense que c'est vraiment ce qui a changé après le Covid. Et du coup, effectivement, ça passe par les prérequis, qui sont le salaire, l'équilibre solide de l'entreprise et le boulot intéressant, mais ça passe par une multitude d'autres choses qui peuvent paraître parfois, pour les dirigeants, entre guillemets, superflues. La formation, je l'ai dit plusieurs fois, mais franchement, pour moi, c'est vraiment essentiel dans l'évolution interne des collaborateurs et pour fidéliser les collaborateurs pour qu'ils restent. Pour leur donner la possibilité d'évoluer en interne. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour les garder et pour les fidéliser. Après, il y a tout ce côté avantage, convivialité, animation, qui est assez forte chez But et qui aussi plaît, parce que ça, du coup, ça nourrit la culture de l'entreprise. C'est une entreprise qui a 50 ans. Qui peut sans doute parfois, et encore je l'entends très souvent, paraître un peu archaïque et effectivement elle est basée sur une culture de l'animation, de la promotion, mais au sens large, c'est-à-dire que les collaborateurs sont animés autant que les clients et c'est vrai que ça permet de fidéliser nos clients et c'est important. Et puis après il y a tout le sujet du bien-être. Le bien-être collaborateur, c'est aussi un sujet fondamental. Alors le bien-être, c'est évidemment la diversité, mais c'est aussi la pénibilité au travail. C'est comment réduire la pénibilité au travail. Par exemple, nous, effectivement, en logistique, on a une pénibilité au travail. C'est comment on installe des exosquelettes, comment on réduit, en fait, et comment on augmente le bien-être des travailleurs et comment, effectivement, on réduit les impacts négatifs. Tous ces sujets, on doit les adresser. Si on ne les adresse pas, en fait, on perd nos collaborateurs, on ne les fidélise plus. Ils vont ailleurs. Et en tout cas, il nous semble que c'est la clé, en tout cas, d'un collaborateur heureux. Voilà. Tu parlais aussi du coup du changement dans la communication, de l'importance de la transparence. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui commence par le haut de l'entreprise? Est-ce que cette transformation, on parle des collaborateurs, mais on parle aussi du coup des dirigeants de l'entreprise. Est-ce que la RSE, elle doit aussi passer par une transformation de la vision en fait de l'entreprise au plus haut pour pouvoir être entendue dans le reste? Alors, il y a deux choses qui sont assez importantes pour mettre en place une démarche RSE dans les enseignes. C'est un, la gouvernance, et deux, le collectif. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc la gouvernance, c'est quoi? C'est un président engagé, un CODIR engagé. Nous, on a la chance, le service RSE, d'être directement attaché à notre président. Donc effectivement, il suit l'intégralité des projets, il valide l'intégralité des projets avec évidemment le CODIR. Et nous, on a constitué pour le collectif, parce qu'on pense qu'effectivement, pour embarquer les collaborateurs, il faut les intégrer dans les réflexions. On a créé un comité RSE qui est composé de 14 personnes, parité hommes-femmes, tous les secteurs, enfin tous les métiers de l'entreprise, et qu'on construit tous les sujets de l'entreprise ensemble, même si évidemment on rajoute à chaque fois des électrons libres sur tous les sujets, mais chaque sujet, donc le bilan carbone, l'éco-conception, le développement des ambassadeurs, etc., sont accompagnés de comités, que de collectifs, où on réfléchit ensemble. Et après, chaque membre de ce comité RSE est responsable de diffuser, en tout cas, la stratégie au sein des 330 magasins. Donc c'est assez complexe, un réseau de 330 magasins dans toute la France. Donc on n'a pas encore réussi à 100%.
à diffuser aujourd'hui cette démarche RSE, mais ça prend du temps. Mais effectivement, sans le collectif et sans l'aval de la gouvernance, c'est assez compliqué. Tu parles du coup du changement en interne. Est-ce que du coup, quels seraient tes conseils, Caroline, pour transformer l'expérience candidat? Est-ce qu'on doit réécrire complètement les offres? Est-ce qu'on doit inviter les futurs employés chez soi, leur faire découvrir les coulisses de l'entreprise? Jusqu'où va la transparence et la réinvention? Je pense, Bérangère, dans ce que tu as dit, effectivement, le collectif, c'est important, les dirigeants, c'est important, mais le vrai sujet clé, c'est aussi les actionnaires et les investisseurs derrière. Et s'il n'y a pas ça, en fait, c'est complexe de s'engager sur le long terme. Et par exemple, nous, on a souvent la question de nos candidats, mais est-ce qu'ils sont vraiment engagés? Est-ce qu'ils sont... quand c'est des groupes familiaux qui sont engagés depuis longtemps, c'est plus facile de dire aux candidats oui, on pense que c'est du long terme. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si les actionnaires et les investisseurs ne sont plus là derrière, ça peut changer du jour au lendemain. Et je pense qu'il faut être conscient de ça aussi en tant que candidat, c'est-à-dire est-ce que la gouvernance est engagée? Est-ce que mon patron a l'air, ou ma patronne a l'air d'être engagée? Est-ce qu'ils sont là depuis longtemps? Est-ce que le turnover est élevé? C'est plus ces petits indicateurs, je pense, qu'il faut regarder. Okay. Après, juste pour rebondir sur la partie actionnaire, l'avantage que les entreprises... moi je parle effectivement pour But, mais c'est valable grosso modo pour le marché financier, c'est que les marchés financiers bougent et les critères ESG deviennent des critères fondamentaux dans le choix des investisseurs. Donc c'est vrai qu'on voit depuis un an, là où effectivement il y a un an c'était compliqué, les investisseurs suivaient pas toujours, les actionnaires étaient un peu réfractaires dans les investissements, on sent qu'il y a une vraie dynamique puisque du coup investir dans la RSE ça devient un facteur de différenciation pour choisir le meilleur cheval sur lequel miser. Donc du coup ça booste quand même énormément tous ces sujets. Et les actionnaires maintenant sont de plus en plus demandeurs. Nous, depuis un an, les investisseurs et nos actionnaires sont de plus en plus structurés, c'est-à-dire ils créent des divisions chez eux RSE. Donc les choses bougent et ça va nous faciliter beaucoup la tâche pour pouvoir avancer, pour pouvoir adresser les vrais sujets. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'effectivement, le président, ça ne suffit pas. Il faut que les actionnaires suivent, mais en fait, ils vont tous bouger, ils n'auront pas le choix. Non, mais c'est vrai qu'on parlait en début de conférence de la jeune génération, est-ce que c'est eux qui font bouger les choses, etc. Alors certes, mais c'est clair que depuis que les investisseurs s'intéressent au sujet parce qu'ils ont des réglementations, parce qu'ils gèrent leurs risques, les choses avancent beaucoup plus vite. Tout à fait. Je crois qu'on est quasiment au bout du temps qu'on nous a accordé. On a peut-être le temps pour quelques questions pour Caroline et Bérangère. Je ne sais pas s'il y a des personnes, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour, je m'appelle Léa Digne, je suis consultante en communication responsable. Et tout à l'heure, Caroline nous avait fait écho au sujet de la rémunération, justement. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'on doit forcément être moins bien payé quand on veut faire un métier qui a du sens. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont été faites qui prouvent que c'est vrai? Et est-ce que, du coup, c'est pas un vecteur de désengagement à ce niveau-là? Alors nous, ça fait 13 ans qu'on fait des enquêtes de rémunération et ça fait 3-4 ans que les rémunérations augmentent fortement sur ces sujets. Après, pourquoi est-ce qu'on reste encore moins rémunéré quand on fait de la com dans une ONG que de la finance dans un groupe pétrolier? C'est juste une question aussi, de budget. Et si on prend juste les consultants, puisque vous êtes consultante, quand on est consultant en stratégie, souvent c'est le président, c'est le dirigeant qui a son budget qui est plus élevé versus les directions RSE, et je parle sous le contrôle de Bérangère, les budgets sont un peu moins élevés que le budget des dirigeants pour les consultants. Donc les choses avancent, mais
effectivement, on sera toujours plus payé dans certains secteurs que dans d'autres. Et à métier équivalent, pour n'importe quel poste dans une entreprise, est-ce que vous constatez des différences justement avérées entre un poste qui aura une connotation engagée, je ne sais pas, ça peut être un comptable dans une entreprise vertueuse versus un comptable dans une entreprise classique? Alors, je pense que déjà, c'est difficile de considérer une entreprise qui est vertueuse ou pas vertueuse, et qu'il y a des critères ESG ou il y a des critères Bicorp, et que là, c'est pas le sujet. Les salaires, ils varient énormément en fonction des secteurs d'activité, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du lieu géographique aussi où on exerce la fonction. On a juste le temps pour une dernière question. Oui, vous leviez la main. Bonjour, bravo pour vos initiatives. J'avais juste une question. Est-ce que la situation économique actuelle, donc la baisse du pouvoir d'achat, le fait que maintenant c'est quand même plus compliqué de plus ou moins changer de vie, que si on a un certain niveau de salaire et qu'on a envie de s'engager, finalement c'est peut-être des sacrifices parce qu'au final on accepte un salaire peut-être moins élevé. Est-ce que vous voyez dans les derniers mois une évolution dans ce sens, ou est-ce que vous trouvez que les gens ont toujours cette envie d'aller vers cet engagement et n'ont pas forcément peur du lendemain ou de perdre du pouvoir d'achat, quoi? Alors moi, je peux répondre pour notre population. Nous, ce sont des cadres. Donc effectivement, les situations sont évidemment bien différentes selon les métiers. En général, une reconversion, il faut compter quand même 2 bonnes années. Donc c'est vrai que pendant 2 ans, ce sont des choix qui peuvent être parfois difficiles à faire. Et en tout cas, avant de s'engager, c'est nous ce qu'on recommande en tout cas, c'est vraiment de prendre en compte quel est le minimum vital dont on a besoin, et selon où on en est dans sa vie, ça peut être complètement différent, et d'adapter ensuite son évolution de carrière en fonction de ça. Et par exemple, parfois, ça peut être de dire finalement, je ne vais pas changer de métier et de secteur. Il n'y a pas d'évolution possible là où je suis, mais en tout cas, à titre personnel, je vais m'engager dans la fresque du climat, je vais devenir fresqueur et je vais déployer la fresque dans mon entreprise. C'est aussi des choses qui ont du sens et qui permettent de moins tout bouleverser d'un coup quand on peut pas le faire. Ce qui, du coup, est évidemment moins le cas quand il s'agit de promotion interne. C'est effectivement une solution plus facile de bifurquer de ce métier à la RSE, puisqu'en promotion interne, on ne vous baisse pas votre salaire quand vous changez de métier. C'est quand même ce qui est normal, d'ailleurs. Voire même, vous avez plutôt une augmentation. Donc, effectivement, la promotion interne peut être, quand c'est possible, encore une fois, parce que les postes RSE en entreprise, il n'y en a pas non plus 50. C'est quand même en général des équipes qui sont assez courtes. Mais effectivement, l'idéal, entre guillemets, c'est de la promotion interne, c'est de l'évolution interne, c'est de la passerelle pour pouvoir effectivement adresser ces sujets et maintenir évidemment son salaire. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci beaucoup Bérangère et merci Caroline pour cette intervention. Je vous propose de poursuivre ces échanges sur le stand de CIDIES et de Burdeo. On n'est pas très très loin, on est juste en face, on est voisins. Donc on sera ravis de poursuivre l'échange avec vous à cette occasion. Merci beaucoup.